Est-ce que tu peux nous raconter, Hippolyte, l'histoire de cette famille entrepreneuriale, comment elle s'est créée, et puis on aura le temps de découvrir aussi comment les enfants arrivent dans l'aventure et comment vous vous organisez. Alors, la société, elle a été créée en 2000, pile poil, par mon père, Gilles. Donc mon père, en fait, à l'origine, avait un autre métier. Il était dans les assurances. Il avait une société de courtage d'assurance qui s'appelait TMS Assistance, et donc qui était spécialisée dans tout ce qui était plutôt assurance voyage, et qu'il a eu pendant plusieurs années. Et pour des raisons de consolidation du marché et tout ça, il a pris la décision, à la fin des années 90, de céder sa société au groupe April. Il est resté quelques années à la direction de la société. Et en fait, assez vite, ce goût entrepreneurial est revenu. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que je vois bien que dans notre échange, on parle de famille entrepreneuriale. Et je pense qu'on a un vrai bon exemple de famille entrepreneuriale. Par rapport à société familiale, voilà, j'aime bien ce côté-là, du côté d'entreprendre. Et donc, il a décidé de se lancer dans une autre activité. Voilà. À travers sa société précédente, il avait beaucoup voyagé, il avait rencontré pas mal de monde, c'est beaucoup d'échanges. Et dans les années 90, quand on veut se rencontrer, quand on veut rencontrer des clients, quand on veut faire des réunions entre soi, et en fait, on se retrouve souvent dans des halls d'hôtel. Et donc à la table d'à côté, on va voir un concurrent, un journaliste ou toute autre personne. Et donc il s'est dit, je vais créer des lieux dans lesquels je pourrais proposer des espaces privatifs avec un service hôtelier, de la confidentialité, et puis on pourra se retrouver là-dedans. Donc en fait, il s'est lancé, donc déjà les deux axes qui existent aujourd'hui ont été lancés, aussi bien l'axe immobilier, par l'acquisition de biens immobiliers, et puis cette partie événementielle dans en fait l'offre de louer une salle de réunion où on pouvait même louer le bureau à la journée, et donc c'est comme ça un peu qu'il a créé en tout cas cette partie qu'à l'époque on appelait plus centre d'affaires. En fait, quand on regarde un peu, on est vraiment en fait aux prémices du coworking. Oui, c'est ça. Alors nous, on n'a pas été sur le coworking, on a plus gardé après le côté événementiel, voilà, pour différentes raisons et par choix. Mais voilà, je pense que c'était un des premiers sites de coworking parisien. Mais l'idée, c'était vraiment plus d'accueillir des entreprises qui voulaient faire leurs réunions. C'est-à-dire que nos lieux, ils sont présentés comme des appartements, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un déjeuner, vous allez avoir une salle de déjeuner, et puis avec tout un service hôtelier. Voilà, l'idée c'était un peu de créer cet espace-là. Ça, c'est les années 2000. Hein. Ouais, c'est la transition en fait, le début de Bouygues Développement, de cette société dans laquelle aujourd'hui on fait tous partie, dans laquelle on travaille tous. Et donc ça c'est sur sa première branche, et voilà un peu comment il a créé ça. Et puis après, on a donc arrivé l'île Maurice, mais j'en parlerai un petit peu après, sur la promotion immobilière, mais pareil, à travers ses voyages, il a eu la chance, à travers l'assurance voyage, il a eu la chance, par exemple, de couvrir souvent des courses comme le Paris-Dakar. Donc il allait souvent sur le Paris-Dakar pour assister en termes d'assistance, porter toute l'assistance. Et donc aussi beaucoup à l'île Maurice. Et puis il a gardé ce lien fort avec l'île Maurice. Il avait eu l'opportunité de rentrer dans l'actionnariat d'une chaîne hôtelière à Maurice. Donc il avait gardé ce lien-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on vient parler d'entreprise familiale, de famille et tout. Et donc, si la famille, elle apparaît un peu comme ça, en tout cas, si la société familiale, elle apparaît au niveau des années 2000, il y a un truc assez rigolo à regarder, c'est qu'en fait, du côté de ma mère, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. C'est des familles d'agriculteurs du coin de la Beauce, et qui sont là depuis plusieurs générations. Et moi, j'ai grandi en fait dans cet univers-là. On a grandi dans un moulin qui était à 600 mètres de la ferme de mes grands-parents, dans lesquels vivaient aussi mes cousins avec mon oncle, qui reprenait l'exploitation. Nous, on était là, donc avec mon père, ma mère, mes sœurs. Vous faisiez 2 kilomètres, il y avait la ferme du grand-oncle qui était là,
avec pareil ses enfants, ses petits-enfants, puis vous faisiez encore 5 km, vous arriviez au village d'après, c'était encore la même chose. Et on a grandi en fait dans cet univers familial. Donc je sais pas, j'en ai jamais réellement parlé avec mon père, mais je pense qu'il y a eu Il y a une influence. Il y a eu une influence, c'est sûr. En tout cas pour nous, en tout cas pour moi, en tout cas en tant qu'enfant, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans l'entreprise, de travailler avec mon père et mes sœurs, c'était pas quelque chose qui m'a semblé incroyable. C'est quelque chose que j'avais eu l'impression de toujours connaître, quoi. J'ai toujours vécu, j'ai toujours vécu avec mes grands-parents, avec mes cousins, mes oncles, mes tantes. Tout le monde était là dans cet univers-là. Et alors que du côté de ton père, c'est une famille qui est moins large, qui est moins grande. Comment ça... Ouais, du côté de mon père, c'est une famille, c'est une plus petite famille. Ils sont originaires des Pyrénées à l'origine. Et après, en fait, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Hippolyte aussi, avait eu qu'un seul enfant, mon grand-père, et puis il était directeur d'une usine d'électricité à Vierzon. Et il s'est tué en voiture dans les années 30. Et enfin bon, je sais pas, ça a pas bien, mais en tout cas, ça a peut-être créé une rupture avec, c'était à l'époque, dans les Pyrénées, je crois qu'il devait être 8 enfants ou un truc comme ça. Donc je sais pas, j'ai jamais trop connu en fait toute cette partie-là. Alors que du côté de ma mère, c'était vraiment hyper intense. Ouais, faire famille, c'était naturel, quoi. On avait fait une cousinade, je crois que c'était il y a à peu près une trentaine d'années, et on devait être plus de 250 en tout. Et sur les 250, je pense que je dirais pas de bêtises, si on était 200 à habiter encore dans un périmètre de 40 km, quoi. Et encore aujourd'hui, moi quand j'y vais, quand je vais là-bas, là, le notaire c'est mon cousin, les propriétaires de golf c'est les cousins, le pharmacien c'est le cousin, voilà, tout le monde est là. Donc et puis il y a une vraie attache familiale qui est importante. Donc je pense qu'il y a quand même, quoi qu'il arrive, mon père parle toujours en bien de ma grand-mère maternelle. Donc je suis convaincu qu'en tout cas c'est un schéma qui lui a plu. Qui l'a inspiré peut-être. Ouais. Et donc ça se passe comment il monte cet ancêtre du coworking, tu nous l'as décrit. Ça fonctionne, il lance Maurice, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus. Vous, avec tes sœurs, vous arrivez comment? Déjà, tu peux nous dire un petit peu c'est qui l'aîné, c'est qui le plus petit ou la plus petite dans votre fratrie, et toi, comment ensuite tu arrives dans cette aventure? Alors, donc, ma sœur aînée, c'est Alexandra, la cadette, c'est Cécilia, et moi, je suis le petit dernier. J'ai 4 ans d'écart avec la dernière, enfin bon. Et la première qui va rejoindre mon père, c'est Alexandra. Et assez vite, en fait, dès qu'il aura identifié le premier immeuble dans lequel il a envie de monter ça, elle va le rejoindre tout de suite aux prémices de l'ouverture. Elle a une formation commerce, marketing. Je pense que ça convenait assez bien. C'était dans les années 2000, il y avait les bulles Internet. Là. Donc avant ça, elle a travaillé justement dans toutes ces espèces de petites start-up là, qui se montaient. Ça paraît lointain maintenant, mais il y avait eu toutes ces histoires au début. Et donc elle l'a rejoint pour lancer cette activité-là. Qui lui a plu, elle est encore là aujourd'hui. Donc là, elle avait quel âge quand elle arrive? Quand elle arrive, elle est de 74, donc elle a 26 ans. Okay. Elle a 26 ans, elle a fait 2-3 ans, elle a dû faire 2-3 ans dans des startups. Et puis il y a la startup de son père qui se monte et elle y va, quoi. Exactement. Donc là, elle reste là. Après, toi, tu vois ça comment? Parce que toi, du coup, t'as combien d'écart avec ta sœur? J'ai 5 ans. 5 ans, donc... T'as une vingtaine d'années, tu es peut-être encore étudiant. C'est quoi la dynamique pour toi? J'imagine que tu es encore chez tes parents. C'est marrant, en fait. La dynamique à l'époque... moi, je finis mes études à ce moment-là. Je suis à peu près en train de terminer mes études. Je passe vers 2002 ou un truc. Donc moi, j'ai fait... j'étais à Dauphine, puis après, j'ai fait un master de finance à la Sorbonne. Et c'est marrant, je n'ai jamais repensé à ça et reparlé de ça. Et donc, il y a eu ce mouvement là, avec mon père, avec ma sœur, qui lançait ce truc-là. Et moi, je finissais mes études. Je préférais plutôt sortir avec les copains. Et voilà. Et un jour, mon père m'a dit, maintenant, il va falloir arrêter de faire la fête. Tu vas te lever le matin, et puis tu vas venir, et puis tu vas nous rejoindre. Et
3 semaines après, j'ai trouvé un travail à Milan et je suis parti à Milan habiter là-bas. Mais c'est marrant parce que c'est un petit truc que j'avais complètement oublié. Mais donc voilà, non, ma première réaction en effet était de dire non, il faut que je m'en aille, il faut que je parte. Donc moi je suis parti faire de la finance de marché à l'étranger pendant 7-8 ans à peu près. Donc je suis d'abord parti à Milan, puis après je suis parti à Londres. Et dans cette activité professionnelle que j'avais, bon, déjà j'étais en finance de marché, il y a eu les subprimes, moi j'étais dans une activité qui était très volatile là-dessus et tout ça, donc ça a quand même mis un gros coup sur l'activité. Et j'ai demandé de rentrer à Paris, donc je travaillais chez Natixis. Et quand je suis rentré à Paris, je me suis retrouvé dans un univers, et alors vraiment un univers pour le coup qui était très loin de mes valeurs familiales. Okay. Parce que je me retrouvais enfin j'étais déjà avant dans le groupe, mais j'étais dans des plus petites succursales, alors peut-être je le ressentais moins. Et là en arrivant à Paris, tu étais expatrié. Donc exactement, il y avait un petit côté un peu privilégié peut-être à l'intérieur. Et puis là en arrivant à Paris, je me retrouve dans cette grosse masse où tout est très politique, où il faut toujours plaire. Et je me souviens d'un jour de ma mère qui me dit tiens, je vais à Paris, Hippolyte, tu viens déjeuner avec moi. Puis je réponds ah non, je peux pas venir déjeuner, je dois déjeuner de midi et demi à 13h30, je n'aurai pas le temps. Et je sais pas, ça a fait un peu comme un petit choc à l'intérieur. Je me suis dit mais c'est marrant, c'est pas du tout la vie que je connais autour de moi. Et en fait ce schéma très organisé et au final pas constructeur de ses propres projets, pas entrepreneurial, me correspondait pas, m'allait pas. Et après, j'en parlerai peut-être après, mais c'est à ce moment-là où j'avais des appels du pied de mon père. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, ouais. Qui me proposait de revenir. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit que je me reconnaissais pas dans ce cadre d'être un salarié dans un gros groupe et que je me voyais pas. Voilà, j'avais besoin de liberté, besoin d'entreprendre. Ouais, d'entreprendre. De liberté, je passais le bon mot parce que je suis pas sûr. Je pense que j'aurais plus de liberté aujourd'hui en étant salarié dans un grand groupe que maintenant. Mais ouais, plus un besoin en effet d'entreprendre et de créer des projets, de mettre en place quelque chose, de tenir des valeurs. Alors du coup, comment se fait la bascule là ? Ton père te fait des petits appels du pied, mais tu arrives dans quel contexte ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton job ? Alors, j'arrive dans quel contexte ? Alors, il s'est passé presque 10 ans, on doit être à peu près en 2011. Il s'est passé à peu près 10 ans depuis qu'ils ont commencé leur aventure. Il y a mon autre sœur, donc Cécilia, qui les rejoint aussi très rapidement. Et alors Cécilia, c'est complètement un schéma différent. Elle a fait agrodéveloppement. On va dire peut-être qu'elle a cette fibre plus de l'agriculteur et de la campagne que nous, parce que donc maintenant on est tous parisiens. Enfin on est tous parisiens. À ce moment-là, en tout cas, on est parisiens. Et donc mon père aussi dans cette dynamique, je ne suis pas patriarcale, en tout cas de vouloir, c'était de rassembler ses enfants, de venir, voit justement avec Cécilia s'il n'y a pas un projet un peu entrepreneurial à faire avec elle. Et en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, il était actionnaire d'hôtel à l'île Maurice et Cécilia avait fait un stage à Madagascar et puis elle est pas mal en Afrique du Sud aussi. Et ce côté tropical correspondait un peu à ses études, à ses connaissances. Et donc mon père lui a dit je te propose un truc, on va aller voir, moi à l'île Maurice, je suis actionnaire dans des hôtels, allons voir là-bas s'il y a des développements intéressants à faire. Et donc en fait, ils sont partis tous les deux là-bas. Ils ont cherché des terrains à acheter et en fait mon père, par les connexions qu'il avait localement, a acheté un peu plus d'une vingtaine d'hectares là-bas. Voilà. Ma sœur est restée là, s'est installée sur place, donc elle a fait sa vie, elle s'est mariée avec un Mauricien, habite toujours à l'île Maurice et donc elle s'est occupée de développer la partie, s'occuper de ces terrains, de cet aménagement-là.
Et, et puis après, en fait, au même moment, il y avait l'immobilier qui se développait sur l'île Maurice. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail précis, mais l'île Maurice ouvrait la possibilité pour des étrangers d'acheter des biens immobiliers sur place dans des cadres réglementés. Et donc mon père s'est dit, bah, tiens, sur ces 21 hectares, ça serait intéressant d'aller monter ce projet-là. Et donc il a lancé toutes les autorisations, ça lui a pris longtemps. Et les appels du pied qui me sont arrivés, je pense, par un peu... alors je sais pas, donc c'est en 2012, il est de 50, donc il avait un peu plus de 60 ans, peut-être aussi un peu un cap qu'il avait envie de faire. Et donc de me proposer de venir en me disant, bah voilà, viens dans la société, on a besoin de monde pour tout ce qui est comptabilité administrative, et puis aussi pour m'accompagner moi sur toute la partie financière du montage de l'opération à l'île Maurice. Donc moi je suis arrivé dans ce cadre-là en fait, donc sur ce schéma-là, et l'arrivée dans l'aventure, maintenant avec du recul, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Elle n'a pas forcément été évidente en fait sur les premières années, parce que je suis arrivé donc je sortais de banque. En banque, on attend quand même des beaux salaires, on a des beaux bonus, voilà, un peu une vie sympa. Et donc j'arrive là, donc voilà, donc Alexandra, c'est la directrice, hein, c'est elle qui prend les décisions. Elle s'occupe plus de la partie événementielle déjà? Ouais, elle s'occupe de la partie événementielle. On va dire que mon père, à l'époque, il est plus focus sur Maurice. Et elle, ça ne l'occupe pas du tout? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Il y a une vraie... Mais donc toi, tu viens... Ah oui, mais toi, tu es transversal. Moi, j'arrive en transverse. Eh ouais, j'arrive en transverse dans l'idée de comment on peut améliorer la partie événementielle et comment on va monter la structure financière pour le développement sur Maurice. Et donc là, ça se passe comment? Parce que du coup, le système change. Ils sont 2, puis 3, ouais. Puis toi, tu arrives. Ouais, et puis Cécilia qui a un pied dedans, un pied pas dedans, un pied dedans, un pied pas dedans. Elle a ses enfants, elle est là-bas à Maurice. Donc c'est... Ouais, on va dire qu'ils sont 2 et demi, quoi. Okay. Moi, j'arrive, pendant... j'ai une trentaine d'années. Je me dis que... avec du recul, je me dis qu'en fait, je suis quand même encore assez jeune. Et c'est pas fait. Et donc, je me prends, j'essaye de me faire un espace un peu là-dedans entre 2 forts caractères, hein, que sont ma sœur Alexandra et mon père. Okay. C'est 2 fortes personnalités. Donc, il faut réussir à prendre sa place là-dedans. C'est pas facile. Tu dirais qu'ils se ressemblent ou pas? Ah ouais, je dirais qu'ils pourraient avoir pas mal de points communs. Ouais. Okay. Ouais, non, ils se ressemblent. Ouais, sur le côté assez fonceur et tout ça. Ouais, ils se ressemblent. Donc voilà, donc moi, il faut que j'arrive à me prendre un peu ma place là-dedans. Il faut que je dois écouter ce qu'on me dit, je dois écouter ce qu'il faut faire. Et donc voilà, je fais des tableaux Excel pour améliorer un truc, pour améliorer ça. Voilà, j'essaie de le placer. Au final, on restructure la partie administrative et ça va, mais j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me... Tu sais pas trop ce que tu fais là, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé quelque chose qui m'éclate encore. Ok. Voilà. Et puis le temps passe, le développement sur Maurice patine un peu. Je trouve que ça avance pas. Puis en fait, au fond de moi, je trouve surtout que les axes qui sont pris sont pas forcément les bons, que ça va pas dans le bon sens. Voilà. Et donc là, on est fin 2016, début 2017, et donc je vais voir mon père et je lui dis ou je reprends les rênes sur le projet sur Maurice, ou sinon il va falloir que je me trouve que je trouve autre chose, quoi. Je me sentais pas, en fait, je trouvais pas de place, quoi. Il était complètement présent. Et comment il réagit? Alors, une réaction à laquelle je ne m'attendais pas, qui est un oui direct. Alors après, de temps en temps, il faut peut-être faire attention aux oui qui sont directs comme ça. Mais bon, au final, il me dit, ok, d'accord, vas-y. Tu reprends tout, moi j'arrête. C'est marrant dans ce que tu décris parce que moi, lorsque j'interviens dans une famille, je regarde aussi le système familial. Et parce que tu as ces fameux 3 cercles dans les familles. Tu l'as dit tout à l'heure, on parle des familles entrepreneuriales, il y a l'entreprise familiale, puis il y a la famille entrepreneuriale. Et la famille entrepreneuriale, elle est actionnaire de l'entreprise familiale, et puis il y a aussi la famille.
avec les conjoints, avec son système. On utilise souvent un outil qui s'appelle le génogramme, qui est un outil de psychogénéalogie et qui permet de comprendre en fait ce qui se répète d'une génération à l'autre. Ça peut être des caractères, ça peut être des conflits, ça peut être même parfois des maladies. Donc on regarde comment le système se répète et on essaye du coup de faire émerger cette connaissance et ces informations pour que le système il fonctionne toujours à la perfection, mais dans son imperfection, il y a aussi des dysfonctionnalités qu'on essaie d'améliorer. Et donc, ce qu'on regarde aussi ensuite, c'est la place des enfants dans une fratrie. Et on dit que souvent, il y a un peu 3 rôles qui se prennent. Ils ne se prennent pas d'ailleurs toujours dans l'ordre, mais ça peut. Il y a ce qu'on appelle le bon élève. Et le bon élève, alors ça ne veut pas dire qu'il est bon à l'école. Je dis souvent, moi, que si ton père est trafiquant de drogue, bon élève, c'est d'être un trafiquant de drogue, tu vois. Donc, dans ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est pour ça que je te posais la question. Tu parlais de ton père avec un caractère assez fort, tu parlais de ta sœur avec le même caractère. On sent, entre guillemets, le bon élève vis-à-vis de son père, de quelque chose qui se ressemble dans peut-être son leadership, de son énergie, etc. Il y a un deuxième rôle qui est un rôle de médiateur, qui est souvent pris par un deuxième, mais pas toujours. Et puis, c'est souvent celui qui arrive à naviguer dans toute la famille, qui a souvent même les secrets de famille, et qui arrive à gérer les choses. Ce qui est assez intéressant dans ce rôle-là, c'est que parfois c'est lourd de porter la médiation de la famille, et donc on se barre très loin pour pas avoir à gérer ça. Il y a des gens qui partent à Milan ou en Angleterre, et on pourra en reparler. Et puis il y a ce qu'on appelle souvent l'artiste, qui lui souvent est pris beaucoup de liberté et qui est en contrepoint souvent, que ce soit en rythme ou en positionnement des choses. J'ai l'impression que ça s'incarne plus dans le profil de ta grande sœur, finalement, la deuxième. Ouais, de Cécilia. Voilà. Alors, c'est souvent pris par un troisième, mais là, en l'occurrence, on a l'impression que dans ta famille, le médiateur est le 3. Non, mais je me reconnais complètement dans ce profil-là. En effet, on va mettre Alexandra, bonne élève, Cécilia, l'artiste, et moi, le médiateur. Mais je pense que si on nous mettait tous les 3 là et qu'on nous posait tous les 3 la question, je pense qu'on serait, d'accord. On serait OK pour dire que c'est vraiment ce rôle-là, quoi. Et donc, toi, tu prends la main, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pour toi? Alors moi, je prends la main, là. Il la laisse, la main, ton père, ou il te la donne, mais il serre fort? Alors, au début, il la donne, puis en fait, je n'avais pas vu qu'il la tenait et qu'il a serré fort encore. Un peu trop de naïveté, peut-être trop de côté médiateur là-dedans. Donc, je prends ça, je me rapproche. Cécilia vient vraiment réellement travailler avec moi, on va dire un peu comme mon bras droit plutôt. Voilà, c'est plutôt moi qui ai pris le lead, elle qui prend le bras droit. Alexandra, elle a son activité sur toute la partie. Événementielle, centre d'affaires et tout ça. Et moi, je pars là-dessus. Et avant, ça pouvait être un peu compliqué aussi, peut-être pour Alexandra, entre les deux. Et pour moi, ça me permet vraiment en fait de trouver une vraie place. C'est-à-dire que même si je garde le côté un peu financier, corpo au niveau du groupe, localement à Paris, je me suis trouvé en tout cas quelque chose sur Avancé. Et puis là, premier élément, première action que je fais, c'est que le programme immobilier à l'île Maurice s'appelait autrefois Montrose, sous mon père, on va dire, et hop, je pars tout et je fais rebranding total. Donc c'est-à-dire, hop, je sais pas, on enterre tout et on ressort tout. Ouais. Et donc voilà, donc là. Donc avec Cécilia, une chargée de com qu'on avait recrutée, et 2-3 personnes, on refait tout le rebranding. Donc c'est le domaine d'Ambalaba, donc Ambalaba qui se trouve dans le sud-ouest de l'île Maurice, avec un mot créole, un mot chantant, Ambalaba, puis c'est la chanson de Maxime Le Forestier. Voilà, ça fait appel à plein de choses. Et puis là, pour le coup, moi, je m'épanouis là-dedans. J'ai vraiment l'impression d'avoir créer quelque chose. Créer, lancer mon truc. Et donc après, c'est parti. Je suis parti là-dedans. Et puis on arrive à lancer le projet.
Il y a des moments il y a des moments difficiles, hein, parce que moi j'ai le souvenir, hein, on venait d'ouvrir un autre lieu sur Paris, donc pareil, j'avais accompagné Alexandra dans tout le financement et toute la partie financière pour les aménagements, les travaux et tout ça. Voilà, Alexandra elle était vraiment sur le côté opérationnel sur le truc, moi j'avais géré la partie économique. Et puis il y a l'inauguration, et là Cécilia est de passage à Paris, puis mon père me dit retrouvons-nous pour déjeuner tous les trois, et donc on se retrouve dans un restaurant, mon père, mes deux sœurs et moi. Et puis au milieu je vois bien qu'avec mon père c'est un peu conflictuel de temps en temps évidemment. Enfin évidemment. Et puis là au milieu du repas, il me dit ouais bon je te laisse encore 6 mois, et dans 6 mois je viendrai ramasser les pots cassés, et puis on verra. Et Comment tu vis ça là, à ce moment-là? puis là il s'est levé, il est parti. Ok. Alors je vis ça. Mes sœurs m'ont vachement soutenu, enfin m'ont dit mais non pas du tout, continue. Voilà, je pense que moi c'était le début, il fallait lancer le truc, forcément j'ai certainement dû faire des erreurs, puis après je pense que c'était difficile pour lui de se dire ok, en gros toute la partie d'avant on l'a balayé, et puis on a remis autre chose. Je trouve ça dur quand même, je trouve ça dur, d'ailleurs j'en parle encore maintenant, tu vois, mais je trouve qu'en tout cas, c'est une démarche, je le raconte parce que je trouve que c'est une démarche intéressante et importante. Aujourd'hui, je ne suis pas en conflit avec mon père du tout. C'est une démarche importante dans le sens de pareil, il faut prendre sa place, quoi. Et là, il me remet un peu au défi. Enfin, il me relance un truc un peu difficile dans la figure, qui, moi, me remotive encore plus en disant je vais y arriver. Aujourd'hui, on a réussi. Enfin, le projet est sorti de terre, continue à sortir de terre, ça avance, ça se crée. Donc maintenant, je le raconte de manière Apaisé. plus relaxe, Ouais. plus apaisée. On va passer dans la partie d'après, et je vais revenir sur ce moment-là. C'est la partie qu'on appelle les 3 cercles.